Il est tout juste 18h30 sur Haloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Sochi, en Russie, la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique s'est tenue ce week-end. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant la vision de Sa Majesté le Roi pour une coopération sud-sud active, solidaire et efficace. Agriculture, la saison des labours est officiellement lancée. Dans la province d'Azmour, les agriculteurs retournent la terre pour la préparer à recevoir les semis. Encouragés par les récentes précipitations, ils entament le travail dans l'espoir d'une saison faste. Du 7e art, avant de clore ce journal, les coups de projecteur sur le palmarès du 13e festival maghrébin du film d'Oujda. Le festival a baissé ses rideaux hier soir et c'est le film marocain Ayam Ramadia de Abir Fthouni qui a remporté le grand prix de cette 13e édition. Bonsoir à tous. La semaine qui s'achève a été marquée par le discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion des 49 ans de la glorieuse Marche verte. Dans son discours, le souverain a affirmé que le Maroc s'emploie avec succès dans le cadre de la défense de son intégrité territoriale et de la marocanité de son Sahara, a consacré l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable fondée sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l'engagement responsable. Sa Majesté le Roi a mis en avant la dynamique de renouveau et de développement de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain et de la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et du large soutien à la proposition d'autonomie. À cet égard, le souverain a affirmé que le temps est venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes, celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime, et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions. Dans son discours, le souverain a annoncé une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger, dans l'objectif de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère patrie. Les institutions concernées seront ainsi restructurées afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. Le souverain a appelé à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. Un temps fort de l'actualité de la semaine que l'on décrypte avec notre consultant Mustafa Shemi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous le disions à l'instant, le discours royal met en relief la dynamique positive et les avancées enregistrées dans le dossier du Sahara marocain. Quelle lecture en faites-vous, Shemi ? D'abord, ce discours royal à l'occasion de la Marche verte, du 49e anniversaire de la Marche verte, le 6 novembre, est intervenu, question d'agenda, après la résolution 6 jours auparavant, votée par le Conseil de sécurité, la 2756. Et nous sommes dans le même périmètre et dans le prolongement de cette résolution. Le souverain, donc, a tiré un certain nombre de conclusions avec beaucoup de fermeté. Quelles sont ces conclusions ? Évidemment, l'attachement du royaume à ses fondamentaux, j'y reviens pas, mais surtout une interpellation, me semble-t-il, forte de la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités. Quelle est la situation ? Il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui sont davantage appuyées, et ce sont des résolutions qui réitèrent depuis avril 2007 le soutien et l'approbation du projet marocain d'autonomie, qui est toujours qualifié de sérieux, crédible et réaliste en vue de permettre un règlement politique négocié. Ben, ça n'avance pas. Et comme ça n'avance pas, donc on ne peut pas continuer d'année en année, me semble-t-il, à reprendre les mêmes termes des résolutions sans qu'il y ait un processus qui avance. Quelle est la situation ? Il y a une situation de blocage aujourd'hui. Une situation de blocage liée à quoi ? Liée à l'obstruction de la diplomatie d'Alger, qui refuse le processus qui avait été enclenché auparavant, un processus de négociation, qui refuse le format des tables rondes et qui donc est une nuisance quant à l'application des résolutions du Conseil de sécurité, un obstacle.
Donc, question, il faut que la communauté internationale se saisisse de nouveau de ce dossier de manière précise et de manière contraignante, si besoin était. C'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des résolutions qu'il faut appliquer. Ça veut dire qu'il faut faire pression sur l'Algérie pour qu'elle se réinsère dans le processus de négociation. Ça veut dire qu'il faut faire l'identification des réfugiés. Ça veut dire qu'il faut demander au mouvement séparatiste, qui est la 4e partie, de mettre fin donc à la rupture de cessez-le-feu qu'il a décidé en novembre 2020, il y a 4 ans, et que tout ça doit être mis sur la table. J'ajoute que dans la communauté internationale, d'un mot, il y a une autre communauté qui est intéressante au premier chef, c'est la communauté africaine. Et donc voilà aussi un message en direction de la communauté africaine, de l'Union africaine, pour qu'elle prenne ses responsabilités, pour pousser à ce que le statut de la prétendue RASD soit réexaminé, comment? Sur la base d'une suspension de cette entité fantoche. Et autre point saillant du discours royal, le souverain salue le rôle actif de la diaspora marocaine dans la défense des intérêts du royaume. Sa Majesté le Roi a également annoncé tout un programme pour la transformation du mode de gestion des affaires de nos compatriotes du monde. Que nous inspire cette haute sollicitude, Sami? Difficile de voir dans le discours du souverain un satisfecit donné aux politiques publiques qui sont menées en direction de notre communauté. C'est une communauté de 5,6 millions de personnes qui elle est le premier contributeur au transfert de devises pour 2024. 2023, c'était 115 milliards de dirhams. 2024, on s'attend à 120, 125 milliards. C'est le premier poste de la balance des paiements. C'est extrêmement important. En plus, c'est une communauté qui représente maintenant plus de 15% de la population au Maroc. Donc, il faut prendre la mesure de ses besoins, de ses attentes. C'est une communauté qui a changé. C'est plus la communauté des années 60-70, 3e, 4e génération, des compétences, des ouvertures, etc. Et pour ça, il faut restructurer les institutions qui sont en charge, en l'occurrence CCME, qui est dans une situation difficile, il faut bien le dire, depuis 2007, depuis sa création, et puis l'annonce par le souverain d'une agence dédiée, une agence donc Mohamedia pour les MRE, pour enfin implémenter et mettre en œuvre des politiques publiques. C'est une interpellation, évidemment, du pouvoir exécutif, et il faut espérer que les choses seront réalisées concrètement dans les prochains mois. Professeur Sami, je vous remercie pour ce premier éclairage. Vous restez avec nous. Direction Sotchi en Russie, où les travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique se sont tenus ce week-end. Un conclave auquel a participé le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'occasion de mettre en avant la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les partenariats et le développement en Afrique et les initiatives royales pour le continent. Iman Eblou. Un nouveau rendez-vous qui se veut le prolongement des efforts pour consolider les liens stratégiques entre la Russie et les nations africaines. À ce conclave, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger met en avant la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les partenariats et le développement en Afrique et les initiatives royales pour le continent. Le processus de Rabat sur les pays africains atlantiques, l'initiative pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique et l'initiative du gazoduc Nigeria-Maroc. Nasser Bourita souligne également l'engagement continu et constant du Maroc en faveur de l'Afrique, jetant la lumière sur la politique africaine du souverain qui reste exceptionnelle en son genre, en ce qu'elle est principalement motivée par des considérations de développement du continent africain, avec une approche centrée sur l'humain, tournée vers des solutions africaines aux défis locaux et soutenue par une coopération sud-sud active, solidaire et efficace. Dans son intervention, aux côtés de ses homologues de la Russie et des États africains, le ministre a plaidé pour que la voix de l'Afrique à l'international soit écoutée et respectée. Dans ce sens, il a soutenu qu'il ne peut y avoir de paix et de prospérité partagée en Afrique au bénéfice des peuples de la région sans un strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ses États membres. Le ministre précise par ailleurs que le partenariat Russie-Afrique, qui a un potentiel de croissance évident, doit se construire sur les priorités fondamentales du continent. Dans la perspective du prochain sommet Russie-Afrique, Nasser Bourita souligne qu'il serait souhaitable d'axer les réflexions sur les perspectives de coopération entre l'Afrique et la Russie, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique.
Et en marge de cette première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des questions bilatérales et d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les relations riches et anciennes entre le Maroc et la Russie sont portées par le partenariat stratégique approfondi lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la visite royale historique à Moscou en 2016. La relation entre Rabat et Moscou est marquée notamment par un dialogue régulier à haut niveau. Professeur Simi, nous venons de le suivre. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains à l'étranger, résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant la vision royale pour l'engagement continu et constant du Maroc en faveur de l'Afrique, tout en réitérant l'attachement permanent du Maroc à ses relations avec ses différents partenaires stratégiques, notamment avec la Russie. Quel est le rôle du Maroc dans la promotion de ce genre de partenariat? D'abord, ce premier acte, l'entité Fontoche, la RSD, n'a pas été admise à Moscou dans le cadre donc de ce forum, et ce malgré le forcing et le pressing du pays voisin, en l'occurrence l'Algérie. C'est un point important. Alors, pour ce qui est évidemment des relations bilatérales, elles sont bonnes et elles s'améliorent. Elles sont bonnes, je vais vous donner un exemple. Il y a une vingtaine de jours a été prorogé l'accord de pêche signé en 2020, qui arrivait à échéance en octobre 2024 et a été prorogé jusqu'à la fin de l'année 2024. Et la décision de sa prorogation a été prise il y a plusieurs mois avant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est important à relever. Les relations économiques sont bonnes, les relations commerciales aussi, et puis un dialogue politique important avec des rencontres, des échanges de vues, des convergences sur un certain nombre de dossiers internationaux, notamment la sécurité, notamment le développement, etc. Puis je rappelle également que, vous l'avez dit dans votre sujet, le Maroc a accueilli en décembre dernier à Marrakech, vous le savez, le forum Russie-Monde arabe. Et il y a eu d'ailleurs des entretiens particuliers entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Et puis, il y a maintenant le fait que Moscou prend conscience qu'au-delà du bilatéral avec le Rabat, qui s'améliore, qui se consolide, le Maroc est un État clé pour sa politique d'ouverture vers le continent. Et c'est extrêmement important parce que le Maroc offre des opportunités. Le Maroc donc est attaché à un certain nombre de choses et la diplomatie russe prend en charge ses préoccupations de co-développement, d'assistance, de sécurité. Et puis un dernier point, dans son discours, c'est important, notre ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait que la diplomatie du royaume porte de manière active la voix de l'Afrique. La voix de l'Afrique, pourquoi? Pour le respect d'un certain nombre de principes, lesquels, respect de la souveraineté, respect de l'intégrité territoriale et les règles de bon voisinage. Voilà un des messages importants. Et puis, le ministre a ajouté que l'Afrique n'a pas de leader autoproclamé. Parce qu'il y a un certain nombre de pays, 2, 3, vous savez, qui s'autoproclament légitimement et abusivement les porte-voix de l'Afrique, c'est pas le cas. Et puis, il y a aussi un prochain forum qui doit se tenir, forum Russie-Afrique, avec l'accent mis par notre ministre sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Donc, voilà une opportunité pour le Maroc de redéployer plus activement sa diplomatie en direction de la Russie, mais c'est également une opportunité pour la Russie d'avoir une politique africaine différente compte tenu de la situation du système international, de la conjoncture internationale. Professeur Mostafa Simi, professeur de droit et politologue, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Direction à présent les États-Unis où l'ampleur de la victoire de Donald Trump s'est confirmée avec la prise de l'Arizona, lui permettant de remporter un carton plein dans les États clés. Trump avait déjà remporté les 6 autres États clés, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et le Nevada. Il est aussi désormais quasiment assuré de remporter le vote populaire contre la démocrate Kamala Harris. Il sera alors le premier président républicain depuis plus de 20 ans à réussir cet exploit.
Israël continue sa guerre contre le Hamas et le Hezbollah. L'armée israélienne a mené aujourd'hui des frappes à Gaza et au Liban qui ont fait des dizaines de morts, dont de nombreux enfants. La défense civile palestinienne a fait état d'au moins 25 morts, dont 13 enfants, dans une frappe au nord de la bande de Gaza. Et au Liban, au moins 20 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne ayant visé une localité chiite située dans une région majoritairement chrétienne au nord de Beyrouth. Retour à l'actualité nationale et cap sur Azmour maintenant où la saison des labours est officiellement lancée. Les tracteurs ont déjà commencé à tracer leur chemin. Une opération qui se poursuivra jusqu'à la mi-décembre car la province d'Azmour est connue par sa culture maraîchère, son arboriculture et ses céréales. C'est un reportage de Achar Ben Msaoud, Fatiha Oumrar et Zakaria Moukin Billah. Dans cette exploitation agricole bourg de la province d'Azmour, les tracteurs entrent en action. Après les récentes précipitations, les agriculteurs se mettent au travail. Ces pluies sont bénéfiques au sol. Les agriculteurs espèrent faire une bonne saison. Le sol est de nature hétérogène et comprend 3 types différents. Dans ces exploitations bourg, les précipitations sont indispensables pour les cultures. Nous espérons avoir une saison pluvieuse et faire une bonne récolte. En cette période, il est aussi question d'appliquer des sels minéraux essentiels au labour. Les travailleurs se débarrassent des plantes indésirables. Tout cela pour fournir aux graines un environnement propice à leur croissance. La pluie nous encourage à commencer le labour. Nous préparons la terre pour des cultures céréalières. Cette année sera bonne en termes de récolte. En cette période, nous retournons le sol. Par la suite, nous entamons le semis. Nous nous préparons avec des semences, des engrais et des sels minéraux pour passer au semis. Le labour commence en automne. C'est durant cette période que nous avons le plus de travail. Chez les agriculteurs, les techniques de labour varient. Si certains optent pour des moyens mécaniques, d'autres privilégient les moyens traditionnels. En tout cas, tous attellent à conditionner le sol pour accueillir des cultures céréalières, maraîchères ou l'arboriculture. Avant de nous quitter, escale à Oujda où le rideau est tombé hier soir au théâtre Mohamed VI sur la 13e édition du Festival international maghrébin du film. Le Grand Prix est revenu au film marocain L'Ayam Ramadia de Abir Fthouni. Le reste du palmarès, vous découvrez tout de suite avec Rachid Le'tabi et Zakaria Moukin Billah. Oujda déroule le tapis rouge aux cinéastes d'ici et d'ailleurs. Pour la clôture du Festival international maghrébin du film, une sélection d'acteurs, de réalisateurs et de cinéastes des pays maghrébins sont primés pour leur création. Dans la catégorie des courts-métrages, le Grand Prix est revenu au film marocain L'Ayam Ramadia de Abir Fthouni, qui remporte également le prix de la meilleure réalisation. Le prix du jury est allé au film Walidouk Ala Arjah des frères mauritaniens Taïb et Sidi Mohamed Talba, alors que le prix du meilleur scénario a été décroché par le film marocain For Me de la réalisatrice Ntisar Al-Azhari. C'est un beau festival qui joue un rôle important dans la région. Cet événement met à l'honneur des films maghrébins comme le cinéma mauritanien qu'on ne voyait pas beaucoup auparavant. Cette année, il y avait une bonne ambiance à Oujda. C'est la première fois que je suis au Maroc et j'ai été subjuguée par les gens ici. Il y a une telle douceur, il y a un tel accueil, chaleur, de bien-être. Je me sens chez moi. Pour ce qui est des longs métrages, le film soudanais Goodbye Juliet de Mohamed Kordofani s'est adjugé le Grand Prix. Le film marocain Mon père n'est pas mort de Adil Fadeli, le prix du jury. Le prix de la meilleure réalisation a été octroyé au long métrage Disco Africa de Luc Razana Jaona du Madagascar et celui du meilleur scénario au film sénégalais Le Mouton de Saada de Pablo Pi. J'ai bien aimé le festival, l'accueil et les débats qui se sont organisés pendant cette semaine. Qui m'a beaucoup nourri, les masterclass et tout quoi. Nous avons initié des discussions et des échanges sur le 7e art à travers des ateliers, des séminaires et des tables rondes. Nous avons trouvé beaucoup d'affinités de points de vue entre les cinéastes. Cela montre qu'il y a un grand rapprochement entre nous et d'autres cultures. D'édition en édition, le Festival international maghrébin du film d'Oujda confirme sa vocation en tant que carrefour de créativité et d'échange. Par leurs innovations, ces cinéastes contribuent à enrichir la scène artistique maghrébine et à renforcer les liens entre les peuples et les cultures, en plus de développer l'industrie cinématographique dans leur pays.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.